Alors, je me présente rapidement. Je m'appelle Laurent Solini. Je suis maître de conférence en sciences sociales à l'Université de Montpellier et membre du laboratoire Santesi. Mes recherches portent globalement sur le système carcéral, avec effectivement des décrochés autour de l'incarcération des mineurs sous main de justice, leur prise en charge, mais j'ai fait toute une recherche et c'est celle-ci que je vais tenter de vous présenter sur l'architecture carcérale et notamment l'étude d'un lieu dédié, le SMPR, donc le service médico-psychologique régional du centre de détention de Muret. Est-ce que ça va, vous m'entendez bien? Ça va comme ça? Un tout petit peu plus fort, si c'est possible. C'est un peu plus fort. Ouais, je suis désolé. Non, mais je vais essayer de pousser un peu la voix. Donc en fait, ce propos-là s'appuie sur une enquête menée entre 2014 et 2016 en sciences sociales et portant donc, comme je vous l'ai dit, sur les architectures carcérales. L'objectif premier de cette enquête était de tordre le cou à une idée un peu communément admise, considérant la prison comme une institution relativement homogène, relativement unifiée. En réalité, parce que la prison cherche à tenir ensemble des fonctions intenables, à savoir, et la liste est ici non exhaustive, sanctions, punitions, dissuasion, réinsertion et soins, en essayant de tenir toutes ces fonctions sans véritablement y parvenir. La prison est en réalité un espace fracturé, est un espace morcelé, et en cela, elle comprend différents espaces avec diverses fonctions, diverses formes d'habitabilité, divers usages, divers décorums, diverses ambiances et diverses atmosphères. Et même les espaces de circulation, ce que l'on appelle les couloirs de détention, ne sont pas des couloirs de jonction, mais bien des couloirs de rupture. Et on voit bien quand on se, pardonnez-moi l'expression, balade en prison, en détention, on voit les moments de rupture à l'intérieur de ces couloirs, on voit le morcellement et on voit finalement la manière dont on passe d'un espace à l'autre, d'un espace différencié à l'autre. Alors si ces espaces sont distincts, sont différenciés, c'est surtout lié à leur niveau d'appropriation. Dans l'enquête, on déterminera, ou nous avons déterminé plutôt 3 niveaux d'appropriation: du maître d'œuvre sur le maître d'ouvrage, c'est-à-dire que les architectes qui se saisissent d'un appel à projet et qui jouent en fait les équilibristes entre leur volonté de casser le béton pénitentiaire et de ramener ce qu'ils adorent appeler la lumière naturelle, et l'injonction de respecter finalement le cahier des charges sécuritaire qui ne cesse de gagner en page. Donc ça, c'est un premier niveau d'appropriation. Deuxième niveau d'appropriation, les expertises pénitentiaires. Lorsque le bâti est sorti de terre, eh bien, vous avez des experts de l'administration pénitentiaire qui viennent vérifier, ajuster, ramener des niveaux de surveillance, des niveaux de contrôle technologique qui n'avaient pas forcément été pensés au moment du dessin et de la mise en sortie de terre du plan masse. Enfin, le dernier niveau d'appropriation, durant le temps de vie de l'établissement, des appropriations multiples et multiformes en train de se faire quand des lieux cèdent la place à d'autres lieux, quand des lieux apparaissent, d'autres disparaissent, quand certains changent de fonction et quand d'autres changent de dénomination. Et pour faire cela, la méthodologie employée est assez simple. Nous avons essayé de traiter les espaces comme des enquêtés, comme des personnes, avec leur histoire. Et nous avons essayé de ramener ces histoires par un travail archivistique approfondi, mais aussi des entretiens avec les architectes et les usagers de ces espaces, les personnes détenues, les personnels qui travaillent à l'intérieur de ces espaces. Tout cela articulé à une enquête ethnographique et une observation de plusieurs mois dans plusieurs détentions. Donc ici, ce qui va m'intéresser, je vous ai ici introduit un peu le projet pour que vous compreniez la ligne interprétative qui était la nôtre et comprendre également comment, du coup, je vais me charger d'éprouver cette ligne à l'aune de l'étude de ce SMPR du centre de détention de Muret. Je ne sais pas si vous êtes familier du monde carcéral.
centre de détention veut dire en fait que c'est une prison qui accueille uniquement des longues peines. On n'est pas, vous entendez souvent parler des maisons d'arrêt, de la surpopulation carcérale, etc. Même si petit à petit ça commence à toucher les centres de détention, ce n'est pas encore entièrement le cas. Et donc là, on est vraiment sur des espaces particuliers en prison avec ces longues peines. Donc au moment de l'enquête, il existe 27 SMPR en France et leur création, donc je vais vous donner quelques éléments de contexte et puis ensuite je vais vous décrire le lieu. Leur création provient de la loi de 1985 qui en fait officialise l'organisation sectorielle de la psychiatrie publique qui elle-même est initiée en 1960. Et cette loi de 1985 joue un rôle précurseur dans le transfert qui aura lieu entre l'ensemble de la médecine pénitentiaire vers finalement le service public hospitalier. En cela, l'administration pénitentiaire, qui était à l'initiative, via des infirmeries, du soin, avec quelques professionnels périmétriques, mais l'administration pénitentiaire avait véritablement la main sur ces espaces dits de soins, eh bien, on va leur préférer rapidement la création d'UXA, unité de consultation de soins ambulatoires par la loi de 1994, et celle donc des SMPR, comme je vous l'ai dit, en 1985. Et c'est un peu technique, mais je me permets de quand même vous le dire. En 2012, on a décidé, enfin l'administration pénitentiaire, le ministère de la Justice a décidé de joindre les UXA et les SMPR au sein d'une même unité, les unités sanitaires. Donc si je vous le redis de manière un peu plus simplifiée, les SMPR sont créés, remplacent les grandes infirmeries historiquement classées d'administration pénitentiaire. Les unités de consultation de soins ambulatoires, ça se crée, et en 2012, on joint les deux autour des unités sanitaires. Si je me permettais ce préalable, c'est parce que, et comme vous le voyez sur la slide qui normalement devrait être à votre écran à gauche avec cette flèche rouge là, vous voyez l'unité sanitaire du centre de détention de Muret schématisé. Vous avez l'UXA et le SMPR au sein d'un même bâtiment, d'un même espace, d'un même lieu. Et l'ancienne infirmerie, donc, en 2016, au sein du centre de détention de Muret, devient cette unité sanitaire UXA-SMPR avec une porte close qui ne permet pas la jonction entre les deux espaces de soins. Je ne reviendrai pas ici sur les rapports entre l'UXA et l'unité et le SMPR, pardon, je pourrais vous en parler, mais sachez que cette porte reste close. Le SMPR, de ce point de vue-là, c'est là-dessus que je vais porter ici mon attention, relève d'une prise en charge de niveau 1, ambulatoire. Et l'objectif, c'est d'assurer le maintien en secteur pénitentiaire des personnes détenues en évitant l'hospitalisation et la sortie de ces personnes du centre de détention. Le SMPR comprend 5 praticiens hospitaliers, 5 infirmiers, 5 psychologues, 2 psychomotriciennes, une assistante sociale et une secrétaire. Le docteur Jean, donc renommé pour l'occasion, qui est responsable de ce SMPR, nous dira que 15% des détenus qui sont accueillis sont diagnostiqués psychotiques, 12 relèvent d'addiction et de toxicomanie avérée, et enfin 17% sont présents et sont auteurs de violences sexuelles. Si je viens maintenant sur cet espace devenu lieu et si je viens maintenant sur la distribution de ce SMPR, vous voyez au centre ici de la slide l'entrée excessivement discrète du SMPR qui est en fait à la perpendiculaire du grand couloir de circulation grisé que vous voyez sur la gauche et qui joue le rôle de colonne vertébrale de la détention. Ces fameux espaces de circulation qui sont en fait des espaces de rupture. Et ce SMPR, il est rapidement perçu... Alors, attendez, parce qu'en même temps, j'essaie de changer de slide. Voilà. Je vais aller là. Il est rapidement perçu par à la fois les personnes détenues et les personnels qui travaillent à l'intérieur comme un lieu différent. Une enclave dans l'enclave, pour ainsi dire. Liam, un détenu, nous dira qu'effectivement,
le SMPR, il est particulier. Ça me fait plus penser à une unité hospitalière, en fait. Le SMPR, c'est un lieu différent. On se retrouve dans un bureau, donc on se sent un peu ailleurs. Les gens sont avenants. On parle d'une autre manière. On sent moins la prison. Ces propos sont corroborés notamment par le docteur Jean, qui nous expliquera qu'en fait, le SMPR est distribué sous un effacement des procédures. C'est-à-dire qu'il y a une certaine liberté de mouvement dans le SMPR, si je cite le docteur Jean, de 7h du matin à midi, de 13h à 19h, et les gens viennent quand ils le souhaitent, sans prendre rendez-vous, sans s'inscrire à l'intérieur de ce SMPR. Ça paraît anodin, mais je vous assure que dans une prison, avec l'administration pénitentiaire, un effacement des procédures, c'est loin d'être anodin. C'est-à-dire que le fait que les personnes détenues peuvent circuler comme ça, comme bon leur semble, et rentrer dans le SMPR sans savoir qu'ils y sont attendus, sans savoir combien de temps ils doivent y rester, sans savoir à quel moment ils doivent sortir pour retourner dans leur cellule, le fait que tout cela ne soit pas administré, ne relève pas d'une procédure, c'est quelque chose de très original. Ce SMPR, vous le voyez ici par les atmosphères et par les appropriations spatiales, il est aussi particulier dans sa distribution. Vous voyez là à l'entrée, donc vous avez ce tableau coloré, vous avez des plantes, vous avez ces murs de briques derrière, chers à la région toulousaine. Vous avez la mise en place du bois comme cache béton pénitentiaire, c'est-à-dire que le béton pénitentiaire est caché par le bois. Vous avez la mise en place de ces très très grandes fenêtres, c'est de la verrerie simple, non barodée, que l'on retrouve ici sur le cliché de gauche, avec des ouvertures en haut de ces fenêtres. Ça aussi, ça a l'air anodin, mais ça ne l'est absolument pas. Et donc, vous avez cette atmosphère un peu particulière, un peu singulière, une mise à distance finalement du béton pénitentiaire, et une atmosphère qui entre en calque avec les échanges à l'intérieur du SMPR, qui se font souvent à demi-voix. Les surveillants qui sont présents à l'intérieur sont en roulement, et celui qui est le plus dédié le plus à la surveillance de ce SMPR va parler de manière relativement simple aux personnes détenues qui attendent en fait dans la salle d'attente, puisqu'il n'y a pas de rendez-vous. Et ce surveillant, encore une chose anodine, au moment où nous faisons l'enquête, c'est en plein mois d'hiver, et donc il a une écharpe autour du cou, donc il a son vêtement de surveillance, et il a une écharpe autour du cou. Ça, c'est pareil, ça paraît très anodin, c'est interdit pour des raisons évidentes de sécurité que les surveillants aient des tours de cou à l'intérieur de la détention. À l'intérieur du SMPR, qui est à l'intérieur de la détention, il a la possibilité de le faire. Les vitrages, dont je vous ai parlé ici, ceux à gauche et ceux ici dans le cliché central, sont interdits dans les systèmes de détention. Les vitrages simples, aussi grands et non barodés, posent des problèmes évidents de sécurité en matière de cassure. Et donc les vitrages, c'est pour ça qu'une prison coûte très très cher à la construction, c'est que tous les matériaux doivent passer des conditions de sécurité excessivement importantes, et les vitrages doivent être beaucoup plus petits, doivent être à l'intérieur faits de maillage très très fin d'acier, doivent être barodés, doivent être ramenés avec des caillebotis, c'est-à-dire du maillage métallique en plus sur les vitrages, et ces vitrages ne doivent pas pouvoir s'ouvrir. Enfin, le bois, pour des raisons aussi évidentes de sécurité, est interdit en prison, pour éviter que s'il y a des problèmes d'incendie, eh bien que l'espace qui est comme ça entouré de bois prenne feu. Toujours dans la distinction de ce SMPR par rapport à la prison, ce SMPR, il tourne autour, il a été construit comme cela, autour d'un jardin. Et vous avez donc ce rectangle, et au milieu, vous avez une espèce de grand patio végétalisé. François, un détenu du centre de détention, se charge de son entretien.
Et il est fait de telle manière, ce jardin, qu'il est le cœur du SMPR. Il est vu de tous les côtés. C'est-à-dire que des vitrages ici à gauche, vitrages ici à droite, on le voit. On voit aussi la lumière naturelle qui rentre dans les couloirs de circulation de ce SMPR par ce jardin. Et de ce point de vue-là, les architectes, leurs éléments de registre pour décrire ce SMPR et ce jardin sont les suivants: espace apaisant, sécurisé et conforme, architecture paysagère, espace de respiration, lumière et ventilation naturelle, ainsi que les échappées visuelles. La cour SMPR est entourée sur ses 4 façades par des circulations, des ouvertures verticales rythment la façade ouest. Et donc, on a effectivement ici, par cette cour, une forme de non-bâti, une forme de délaissé du béton, pour effectivement permettre l'entrée de ces lumières naturelles. Alors, je m'apprête ici à conclure le propos en conceptualisant rapidement les choses. Vous me pardonnerez effectivement de la rapidité du propos, mais effectivement, je ferai une conceptualisation un peu à la hâte. Cet espace, le SMPR, et d'autres que nous avons choisis, nous avons décidé de les appeler des espaces hors les murs, dans les murs. L'objectif, en fait, de ces espaces est de produire une atmosphère censée positionner la relation carcérale à distance, afin de faciliter l'engagement dans des relations proches de celles qu'il serait susceptible de rencontrer à l'extérieur. Il y a une volonté affichée ici de ramener en prison des semblances de l'extérieur, des semblances qui permettent de légitimer l'humanisation des peines d'enfermement, des peines donc moins austères, une prison qui devient finalement un instrument de réinsertion. Ça se joue, comme vous l'avez sans doute compris, par les couleurs, la lumière, la combinaison d'objets impropres à l'univers concentrationnaire et qui permet la mise en place d'activités singulières. Et c'est là tout le paradoxe, c'est que si ces espaces paraissent comme cela très hors les murs, c'est-à-dire finalement quand on est là, on n'a pas complètement l'impression d'être dans une prison, il se trouve que ces espaces sont bel et bien dans les murs et que ces espaces relèvent en fait d'une forme d'artifice permettant de légitimer le carcère de la prison. La dimension qui est dite à distance, qui est réalisée par ces vitrines, vitrines aux caractéristiques parfois muséales, on le voit presque au niveau du jardin ici, eh bien, elle ne livre sa pleine puissance, son trop perçu, qu'à partir du moment où elle est mise en tension avec le reste de l'incarcération. Plus que cela, Irving Goffman, un sociologue, a écrit énormément sur les asiles et sur ce qu'il a appelé les institutions totales, c'est-à-dire des institutions qui vont envelopper pleinement la vie des personnes recluses. La prison fait partie de ces institutions. Et la caractéristique majeure de ces institutions totales, ce sont les territoires réservés. La prison tient, l'institution totale enveloppe et peut envelopper parce qu'elle elle comprend des territoires réservés, des espaces qu'on pense libérés, ou en tout cas qui donnent l'illusion de la liberté ou de l'espace de liberté. C'est le cas ici pour le SMPR. Finalement, à la visibilité assumée de la sanction pénale, particulièrement affichée, via la combinaison plus ou moins réussie d'éléments austères tels que la vétusté des locaux, l'économie de pénurie, l'empreinte sécuritaire et l'enceinte fortifiée, l'administration pénitentiaire semble lui préférer depuis quelques années un revers postiche et dit humanisé de la peine. Je dis postiche parce que ce SMPR, il n'est pas complètement différencié de l'incarcération, et je terminerai là-dessus. Vous avez déjà la présence des surveillants dans un espace hospitalier, ce qui pose question, des surveillants de l'administration pénitentiaire qui gèrent ensuite le reste de la détention en ayant les données psychiatriques et de soins des personnes qui viennent ici. Vous avez la présence de dispositifs de sécurité dite passive, des caméras, des portiques. Et les deux dernières choses sur lesquelles je vais conclure, ce fameux jardin anglais, eh bien, il est interdit à la circulation, on ne peut pas y entrer. C'est-à-dire que le seul autorisé à y entrer, c'est François parce qu'il en fait l'entretien. Il est interdit de le traverser.
Il est interdit de humer son atmosphère. Il est interdit d'y rester. Il n'y a pas de banc. Il est interdit de rentrer pour toucher les plantes. On est vraiment sur une vitrine qui reste vitrine. Voilà. Merci de votre attention. Je m'arrête là.